Bonjour à tous. Je ne vois pas bien combien on est là aujourd'hui, mais j'ai le grand plaisir de recevoir Diane, qui est un des philosophes les plus réputés du monde et que j'ai eu le grand honneur de rencontrer il y a un an, un peu plus d'un an avant la pandémie, à Saint-Raphaël. Nous avons été enchantés de sa conférence qui avait un autre thème, bien sûr, mais je voudrais vous parler de lui parce qu'il a marqué vraiment les esprits des étudiants français. À Aix, on parle encore de lui, Sciences Po, bien sûr, Saint-Raphaël et Paris, bien entendu. Souleymane, vous êtes un citoyen du monde, je pourrais dire. On retrouve ça dans vos œuvres. Et c'est vraiment avec beaucoup d'admiration qu'on vous lit. Et justement, je viens de terminer le fagot de ma mémoire. Alors, c'est un titre un peu spécial. J'ai eu du mal. Et effectivement, vous m'avez expliqué que ça vient d'une citation qui dit que l'on va rechercher ses souvenirs, c'est ça on trouve, vous pouvez m'aider, on ramène les fagots, c'est ça? Voilà. Quand la mémoire va chercher du bois mort, elle rapporte le fagot qui lui plaît. Ouais, bon, enfin, j'ai un peu arrangé les choses. Alors, Vous l'avez très bien fait. Souleymane, j'aime bien le prénom là, que vos copains vous donnaient. Jules, Julot, enfin, vraiment, ça me fait drôle. Alors, quand j'entends Jules, je préfère Souleymane, mais franchement, ça fait plaisir aussi. Alors, je veux bien vous présenter, hein. Vous êtes connu, votre bibliographie est énorme. Dans les universités Sciences Po, on étudie bien sûr vos œuvres, vous le savez. Et quand on a la chance de vous avoir, on est très fiers. On est très fiers. Donc les fagots, je recommande à tout le monde de lire le fagot de ma mémoire parce que vous retracez toute votre vie là. Vous retracez toute votre vie, vos connaissances, vos rencontres qui sont énormes hein, quand vous parlez de Senghor, de tout le monde, enfin, tout ce qui a fait votre construction certainement intellectuelle et qui aujourd'hui nous donne vraiment avec ravissement tout ce trajet. En tous les cas, merci. Je sais qu'aujourd'hui, je vais vous laisser la parole. Je n'ai pas envie d'utiliser trop de temps. Ce que je sais, ce que vous allez nous dire aujourd'hui, c'est cette politique d'humanité face à deux fléaux qui sont la pandémie et le climat. Alors, comment ça va se passer? Toutes les questions que le public peut poser va se retrouver finalement en messagerie et j'aurai peut-être, vous ne m'en voudrez pas, l'occasion de vous interrompre pour vous dire, écoutez, voilà cette question ou celle-là, est-ce que vous pouvez y répondre? Sachez que l'UDI, c'est la plateforme dans laquelle vous intervenez, est un parti humaniste, bien sûr, hein, vous le savez, et il considère le citoyen comme un citoyen du monde. Ça, c'est clair comme vous. Ubuntu? Ubuntu. Tout à À fait. vous, à vous, Souleymane, à vous. Merci, merci infiniment, Josie. Et je voudrais dire à quel point je suis ravi que vous m'ayez adressé cette invitation, cette seconde invitation, qui me vaut l'honneur et le grand plaisir de me retrouver virtuellement avec les habitants de Saint-Raphaël, évidemment le parti de l'UDI et également mes compatriotes du Sénégal. C'est la deuxième fois, vous l'avez dit, c'est la deuxième fois qu'une telle occasion m'est offerte, même si, bien entendu, parler à mon ordinateur depuis mon bureau de Columbia University à New York n'a absolument rien à voir avec la magnifique visite que j'ai eu le plaisir d'effectuer à Saint-Raphaël et dont je garde encore un souvenir tout à fait ébloui. Mais vous reviendrez. Eh bien voilà, c'est la raison pour laquelle je compte cette rencontre actuelle virtuelle comme ma deuxième visite, car si l'adage jamais 203 devait se vérifier, ça veut dire que j'aurai le plaisir dans un futur pas trop lointain, j'espère, de retrouver cette belle ville avec sa mer, sa montagne et surtout sa chaleureuse hospitalité. Et je voudrais vous remercier également des paroles que vous venez d'avoir pour moi et pour mon livre, Le fagot de ma mémoire. Vous l'avez dit, c'est un livre sur la trajectoire qui a été jusqu'ici la mienne, et c'est surtout un livre sur les rencontres et les grands moments fondateurs
qui ont influencé mon travail. Et justement, ce que je voudrais justement présenter dans cette conversation, c'est un développement des 2 dernières pages de mon petit ouvrage. Et vous m'autoriserez à lire un paragraphe que je vais maintenant développer dans le propos que je vais présenter. Le paragraphe est le suivant. Le mot que je traduis par l'expression « faire humanité ensemble », c'est le mot bantou Ubuntu, dont Nelson Mandela et Desmond Tutu ont fait la fortune internationale lorsqu'ils l'ont fait inscrire dans la Constitution de l'Afrique du Sud post-apartheid pour dire la nécessité éthique et politique de sortir leur pays de la politique des tribus. Ubuntu, c'est le combat à mener aujourd'hui sur le plan mondial. Affirmer ensemble notre humanité commune comme une force créatrice qui s'oppose à la mort, c'est la définition que donnent Xavier Bichat et Claude Pasteur de la vie. C'est aussi ce que disent nombre de cosmologies traditionnelles africaines et c'est le sens d'Ubuntu. Voilà le paragraphe que je voulais lire et qui est en quelque sorte le résumé de ce que je vais dire. Car mon propos en substance, c'est que tirer les leçons de la dévastation qu'a été et que continue encore d'être la pandémie du coronavirus, c'est comprendre la nécessité de penser ce que j'appelle une politique d'humanité. La période extraordinaire de la pandémie que nous vivons nous montre que l'humanité est une et qu'elle est fragile devant un ennemi invisible qu'aucune frontière, même lorsqu'on transforme les frontières en murs, ne pourra arrêter et qui nous révèle, si nous ne le savions pas déjà, combien notre terre est petite et notre monde est fini. Elle nous rappelle également à quel point nous sommes vulnérables et comment, à base d'auto-isolement et d'exacerbation des nationalismes, nous devons envisager un avenir de développement solidaire autour de la sécurité humaine et de la valeur de la vie. Une politique qui soit donc la réponse de l'humanité comme humanité est la seule réelle parce qu'elle est globale aux 2 crises majeures de notre temps. La crise sanitaire, dont on nous dit déjà qu'elle sera, selon toute probabilité, suivie d'autres. Il faut simplement espérer qu'elle soit moins sévère que celle-ci. Et celle environnementale, dont le récent sommet virtuel convoqué par le nouveau président américain Joe Biden, vient de rappeler qu'elle commande une mobilisation mondiale. Je voudrais soutenir donc que cette politique globale sera fondée sur un nouvel humanisme à penser ensemble. Et disant cela, vous avez vous-même prononcé le mot d'humanisme tout à l'heure parlant de votre parti, et c'est bien la raison pour laquelle je suis ravi de cette invitation par un parti humaniste pour parler de l'humanisme que nous devons construire, penser et construire ensemble, un humanisme pour le 21e siècle. Et dans cet humanisme-là, je soutiens que l'Afrique de l'Ubuntu a une contribution majeure à apporter. En effet, ce nouvel humanisme sera celui d'une humanité solidaire et d'une humanité responsable. Et c'est cette humanité-là, cet humanisme que j'identifie à ce mot qui, comme vous le savez, nous vient des langues bantoues, en langue zoulou en particulier. Et beaucoup d'entre vous auront sans doute connu ce mot à travers la popularisation par Nelson Mandela et Desmond Tutu, qui l'ont inscrit dans la Constitution de la Nouvelle-Afrique du Sud. Solidarité donc pour faire humanité ensemble et responsabilité de savoir ce que doit signifier habiter ensemble notre terre si fragile et que nous sommes en train de saccager. Ces 2 significations sont réunies dans ce seul mot Ubuntu et c'est ce que je vais développer. Donc, le mouvement de ma présentation sera tout à fait naturellement, dans un premier temps, d'examiner ce que la pandémie nous enseigne et nous dit de l'inégalité fondamentale dans notre monde. Et dans un deuxième temps, je vais parler de l'Ubuntu comme de cette contribution africaine à l'humanisme à construire. Donc, pandémie et inégalité, une perspective africaine. La crise du Covid-19 a mis en évidence ce qui n'allait pas dans un monde qui a dû s'arrêter à un moment donné
Et ce qui n'allait pas, ce qui ne va toujours pas, tient en un seul mot, inégalité. Pas seulement l'inégalité des ressources et pas seulement l'inégalité des richesses entre les nations riches et les nations pauvres, mais une inégalité encore plus première, si vous voulez, primale, dirais-je même, et fondamentale, qui est l'inégalité devant la maladie et la mort. Le virus qui a frappé aveuglément, certes, en emportant parfois des personnalités communes, montre qu'en effet, il ne discrimine pas. Il emportera le puissant comme le faible, le riche comme le moins riche, le connu comme l'illustre inconnu. Mais si on regarde les choses de manière plus globale, statistiquement, dirais-je, on se rend bien compte dans une approche d'ensemble que ce sont au bout du compte les populations les plus défavorisées qui ont payé le prix fort. Lorsque les États-Unis, où je vis, ont souffert plus que tout le monde de la pandémie et que New York, où je vis, est resté l'épicentre pendant une période qui nous a semblé à nous autres qui habitons ici une éternité, il est devenu très vite patent que les populations noires, latino et amérindiennes étaient frappées de manière totalement disproportionnée par rapport au reste de la population. C'est ce caractère de l'inégalité sociale devant la maladie et la mort qui est devenu visible au point d'en être choquant, qui a sans doute expliqué en particulier l'explosion sans précédent qui a suivi le meurtre de George Floyd, un meurtre qui vient de trouver son épilogue avec le jugement qui a été rendu à Minneapolis. Ce que je veux dire par là, c'est que des cas similaires s'étaient déjà produits, mais aucun de ces cas n'avait entraîné le mouvement sans précédent auquel on a assisté non seulement aux États-Unis, mais à travers le monde entier. Et la raison de cela, c'est qu'au fond, c'est le contexte de la pandémie qui explique le retentissement profond du meurtre de George Floyd. Le cas d'Eric Garner s'était déjà produit, et ce cas ressemble tout à fait à celui de George Floyd, puisque lui aussi, Eric Garner, avait été tué par un policier qui l'avait empêché de respirer. Mais la résonance a été autre pour une humanité qui se sentait en quelque sorte attaquée par le virus du corona en sa capacité précisément de respirer. L'idée que quelqu'un a été étouffé jusqu'à en mourir a frappé les esprits à une période où précisément nous étions sous la menace d'un virus qui nous étouffe et qui nous empêche de respirer. C'est ce contexte donc, de la pandémie et la lumière crue qu'elle a jetée sur la signification de l'égalité et son caractère insupportable. Mais je voudrais m'appesantir surtout sur l'inégalité entre les nations plutôt que l'inégalité au sein de celles-ci. Et pour cela, je voudrais voir la pandémie et la leçon qu'elle comporte sur ce plan depuis le continent africain. Nous nous souvenons qu'il y a quelques mois, lorsqu'il est devenu évident que la crise du Covid-19 allait devenir une pandémie mortelle, on s'attendait, comme toujours, à ce que l'Afrique soit finalement la principale victime du virus. On s'attendait à ce que ces faibles infrastructures de santé publique ne fassent pas le poids face au virus et soient rapidement submergées. Les projections étaient que l'incapacité des États africains à mettre en œuvre les mesures sévères nécessaires pour protéger leur population serait très vite synonyme de troubles sociaux pouvant conduire au chaos. Cela apparaissait à l'époque, quand on a commencé à publier ces éléments de prospective, cela apparaissait triste mais réaliste et pas seulement dicté par l'afropessimisme dont on a malheureusement l'habitude. C'était encore une fois, au fond, faire ces projections, c'était encore une fois reconnaître une forme de fatalité à l'inégalité face à la maladie et à la mort. L'arrière-pensée était que quelle que soit l'origine du virus, il finira toujours par suivre dans ses ravages le chemin de moindre résistance, dirais-je, et deviendra une nouvelle tragédie africaine, encore une. Ce sentiment d'une fatalité
qui s'inscrirait dans l'ordre des choses et ce qui s'était ainsi exprimé. Et c'est ce que Léopold Sédar Senghor, le premier président du Sénégal, avait appelé, je le cite, l'ordre de l'injustice qui régit les rapports entre le Nord et le Sud. Ce que veut dire Senghor par là, ce qu'il disait, c'était qu'il ne s'agissait pas de regarder simplement la division Nord-Sud comme une fracture, pour ainsi dire, naturelle entre un Nord qui serait naturellement riche et un Sud qui serait naturellement sous-développé, et une fracture qui serait définie en termes strictement économiques. Pour le penseur et homme d'État sénégalais qu'il était, le fondement de l'ordre régnant de l'injustice mondiale est principalement culturel et seulement secondairement économique. Pour lui, un ordre économique mondial fondé sur l'inégalité était lié à ce qu'il n'a pas hésité à appeler un mépris culturel. Jusqu'ici, et je reviens à la perspective africaine, jusqu'ici, les prédictions catastrophistes ne se sont pas réalisées, Dieu merci. Le continent africain, et je suis heureux que mon compatriote Mor Diaw, spécialiste de santé publique, soit avec nous ici dans cette rencontre. Le continent africain, l'un dans l'autre, s'en est globalement mieux sorti que les États-Unis ou l'Europe. Bien sûr, une fois qu'on a dit ça, il faut s'empresser d'ajouter que nous sommes encore au milieu de la pandémie pour le continent et les situations sont contrastées sur ce continent-là. Si nous comparons par exemple l'Afrique du Sud, qui est parmi les premiers pays au monde les plus durement touchés, avec en plus un inquiétant variant qui semble abaisser très fortement le niveau de protection offert par les vaccinations. Si donc nous comparons l'Afrique du Sud et le Sénégal, qui est arrivé à un moment donné dans un classement qui a été établi en deuxième position, dans un classement de 36 pays très différents selon la manière dont ces pays avaient géré la crise. Nous ne savons pas ce qui explique cette différence entre l'Afrique et le reste du monde, entre les pays africains. Il nous faudra du recul pour cela, j'imagine. Mais pour l'instant, la majeure partie du continent ressemble davantage au Sénégal en termes de chiffres qu'à l'Afrique du Sud. Ce que cela dit du continent africain, et c'est important, c'est qu'il y a une résilience très forte de ce continent. Nous le savions, nous l'avons vérifié. On a dit qu'il y avait eu une forme d'habitude, au fond, de faire face à ces tragédies que sont les pandémies. On ne sait pas, encore une fois, on le saura probablement avec le recul. Mais en tout cas, au-delà de la résistance à la pandémie elle-même, il y a eu la manifestation de la solidité des institutions et de la démocratie qui s'est installée durablement, il faut l'espérer, sur notre continent. Mais encore une fois, dès qu'on dit des choses positives de cette nature, il faut toujours ajouter, en croisant les doigts, que ce n'est pas fini, car la crise socio-économique créée par les réponses nécessaires aux pandémies, aux différentes pandémies, et en particulier à celle-ci, est toujours en cours. Et aujourd'hui, l'ordre de l'injustice qui régit les rapports entre le Nord et le Sud, pour reprendre la citation de Senghor, se manifeste dans l'inégalité devant la vaccination. Quelle réponse à cette pandémie? On peut aller dans deux directions. Une première direction, c'est le tribalisme et les réactions tribales à la crise. L'autre direction, c'est la solidarité mondiale et l'humanisme. Nous sommes témoins aujourd'hui des deux. Les deux tendances sont lisibles dans notre monde. Les tribalismes et les populismes qui ont balayé le monde bien avant la pandémie d'ailleurs, ont par exemple favorisé des attitudes primaires de type sauf qui peut, ont rejeté les multilatéralismes représentés par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et ont réactivé le racisme anti-asiatique. Peut-être pas tellement en Europe, mais ici, nous le sentons très fortement, ici aux États-Unis, quand il y a eu autant de crimes dirigés contre les Asiatiques qui étaient perçus comme étant des Chinois. De notre côté, on a la rhétorique du rassemblement autour d'une réponse multilatérale mondiale et il est heureux que ce langage soit en train aussi de gagner du terrain. Ce langage a trouvé une expression éloquente il y a d'ailleurs quelques semaines sous la forme d'une tribune signée par le secrétaire général des Nations Unies,
le président de la Commission de l'Union européenne, le président du comité de l'Union européenne, les présidents de la France, Emmanuel Macron, et du Sénégal, Macky Sall, et enfin la chancelière allemande, Angela Merkel. Au cœur de leur tribune se trouve leur appel à faire des vaccins contre le virus du corona, je les cite, un bien commun mondial. La tension dont je parle entre le tribalisme d'une part et le sens du commun est en jeu dans le monde en ce moment même. Bien commun mondial, l'expression utilisée dans cette tribune, est aussi celle utilisée par l'Organisation mondiale de la santé pour présenter l'initiative connue sous le nom de COVAX, qui a rassemblé 190 pays, je crois, pour faire la promesse d'un accès équitable aux vaccins lorsqu'ils seront disponibles et mettre en place les mécanismes d'une distribution qui garantirait que la course tribale pour la vie ne laissera pas de côté les régions et les populations les plus pauvres du monde. Je ferai deux remarques ici. La première est que ce qui sera probablement un facteur décisif en faveur d'une certaine notion du bien commun mondial sera tout simplement un calcul froid et rationnel des coûts, car nous entendons de plus en plus dire que, selon les mots de John Denton, le secrétaire général de la Chambre de commerce internationale, aucune économie, quelle que soit sa taille, ne sera à l'abri des effets du virus tant que la pandémie n'aura pas pris fin partout. Maintenant, les initiatives philanthropiques et le véritable dévouement au multilatéralisme sont aussi réels et doivent être reconnus. Mais une philosophie générale contre les tribalismes et en particulier contre l'ordre d'injustice qui régit les relations entre le Nord et le Sud doit être articulée contre la sacro-sainte loi du marché. L'ordre de l'injustice sous le nom de marché a trouvé une illustration dans le torpillage, il faut appeler les choses par leur nom, dans le torpillage du COVAX, de cet accord, par les pays riches, et également dans un double refus. D'abord, le refus des créanciers privés de participer à un accord du G20 et d'envisager même un programme de simple suspension de la dette des plus pauvres pour aider les pays du Sud à avoir une marge de manœuvre permettant de dégager un budget à consacrer aux dépenses de santé. Ensuite, et c'est probablement encore plus révélateur, une proposition qui a été tout simplement bloquée par les États-Unis de Donald Trump, ça pourra changer sous Joe Biden, le Royaume-Uni et l'Union européenne. Proposition que les pays en développement ayant des capacités dans le domaine augmentent l'offre de vaccins en fabriquant des génériques à condition que l'Organisation mondiale du commerce accepte de suspendre pour cause de pandémie et donc cas de force majeure les protections habituelles de la propriété intellectuelle. Il est significatif que deux pays du Sud global, parmi ceux qui ont des capacités de production pharmaceutique réelles, qui ont présenté l'année dernière à l'Organisation mondiale du commerce cette demande d'exonération, à savoir l'Inde et l'Afrique du Sud, soient aujourd'hui dans un état de catastrophe sanitaire et connaissent la plus grande des dévastations. On a opposé à leur demande, on continue toujours d'opposer à celles venant de politiques et de scientifiques de plus en plus nombreux, il faut le dire, comme le docteur Anthony Fauci, notre admirable docteur Fauci ici aux États-Unis, qui est notre messie et que nous suivons sur le chemin de sortie de cette pandémie. Donc, on leur a opposé que de toute façon, il faudrait aussi développer des infrastructures industrielles complexes au-delà de la simple mise à disposition du brevet. Ceci revient simplement à dire, cela fait sens, mais cela revient simplement à dire que puisque le chemin pour la capacité de fabriquer le vaccin est long, il est inutile de s'y engager, ce qui est la réponse la plus absurde qui soit si on y réfléchit. Et ultimement, on leur a répondu que si le monde a un besoin vital de mon vaccin, alors le monde est mon marché. C'est aussi cynique que cela. Édouard Glissant a opposé, l'auteur bien connu, a opposé au marché monde
la véritable mondialité qui va dans le sens de l'humanisme dont vous-même, Josie, et moi-même parlons. Le président Biden, lorsqu'il était le candidat Biden, avait dénoncé l'isolationnisme vaccinal du président Trump au nom, je le cite, de la dignité humaine. Il a également déclaré qu'une politique pour l'accès de tous à la vaccination était, je le cite, la seule chose humaine au monde à réaliser. Et ceci, cette évocation de la dignité et de la seule chose humaine au monde à réaliser me conduisent à ma deuxième et dernière partie, qui est l'humanisme d'Ubuntu. Avant, Souleymane, peut-être Oui. pour justement rompre le Oui. discours, peut-être C'est qu'on le bon pourrait... moment pour le rompre, oui. Voilà, exactement. Ce serait bien de laisser la parole au docteur Moore qui a une vision différente. Oui. Ah. Voilà. Je vais laisser la parole au docteur Moore. Si on voit vos doigts, docteur Moore. Docteur Moore. Non, c'est décalé. Est-ce que, docteur Moore, vous voulez bien vous exprimer sur la situation justement telle que vous la voyez de votre fenêtre de l'OMS, juste en milieu de conférence? Oui, merci Josie. C'est un plaisir d'avoir entendu le propos du professeur Souleymane Bachir et nous sommes heureux de participer avec lui à ce webinaire extrêmement intéressant sur l'humanisme face à ces réalités comme la pandémie et l'environnement. Je suis très à l'aise par rapport à sa vision concernant effectivement la place de l'Afrique dans cette pandémie. Et il a bien dit et répété, il y a eu des difficultés au départ parce que avec le système de santé africain qui n'était pas de la meilleure qualité possible, aussi bien le secrétaire général des Nations Unies que le secrétaire général de l'Organisation mondiale de la santé pensaient effectivement que nos pays allaient subir de manière extrêmement catastrophique cette pandémie. Jusqu'à présent, nous n'avons pas le recul pour connaître quelles sont les réelles raisons qui ont fait que l'Afrique a moins subi la pandémie que les autres continents. Il a tantôt évoqué notre passé en termes d'épidémie dans nos pays qui fait que nous avons développé une forte immunité liée effectivement à beaucoup de maladies qui sont déroulées au... Voilà. Donc, merci. Donc, je disais tantôt que l'Afrique a eu à subir beaucoup de pandémies et ça l'a permis quand même de développer une certaine immunité collective pour beaucoup de virus et beaucoup de bactéries. Il y a beaucoup de similitudes entre ce virus, ces manifestations et d'autres. Et jusqu'à présent, on n'a pas les raisons valables nous permettant de dire que pourquoi l'Afrique a aussi résisté à cette pandémie. C'est une chance pour nous. Pour une fois, l'Afrique est au-devant de la scène en termes de moins de cas que l'on a. C'est vrai que nous avons moins d'épicés que les autres pays, mais si on avait plus de cas graves, on allait avoir un taux de mortalité plus élevé. Donc, nous pouvons effectivement dire que nous avons eu moins de cas que les autres et les recherches sont en train de continuer pour essayer de voir quelles sont les raisons fondamentales liées à cela. Je reviens tantôt sur l'adhésion effectivement de notre continent par rapport à cette réponse. Les Africains, de manière générale, ont un système pyramidal dans le système de santé complètement différent du système occidental. Nous faisons une action de santé publique qui commence par la base. Ce sont les cases de santé, ce sont les postes de santé, ce sont les centres de santé et les hôpitaux. Et donc, il y a une participation communautaire extrêmement importante permettant d'améliorer la sensibilisation de nos populations par rapport aux maladies. Et alors qu'au niveau occidental, quand on est malade, on va directement à l'hôpital.
Et ce qui fait que vos hôpitaux ont rapidement été surchargés, alors que nous avons pu quand même développer toute une stratégie permettant de capter les premiers malades dans nos structures les plus périphériques et utiliser simplement des centres de traitement épidémiologique au niveau de nos grands hôpitaux, permettant quand même de mieux appréhender effectivement cette maladie, et ce qui nous a voulu quand même des succès, comme l'a si bien évoqué le professeur Souleymane Bachir. Revenu sur la vaccination qui constitue une grande préoccupation pour tout le continent africain, nous ne fabriquons pas de vaccins et effectivement, nous avons intérêt à développer une immunité collective extrêmement importante pour que le virus puisse protéger une large partie de la population. L'OMS, Gavi et beaucoup d'autres fondations et partenaires ont développé une nouvelle stratégie qu'on a appelée le COVAX. C'est une stratégie permettant de mutualiser les moyens et de respecter ce qu'on appelle cette équité vaccinale. Ça n'a pas été le cas, qu'on le veuille ou non. Jusqu'à présent, nous voyons que ce sont les pays occidentaux qui ont la plupart du temps accaparé les premiers vaccins qui ont été produits. Les conditions de stockage des vaccins sont extrêmement difficiles pour nos pays africains. On ne peut pas avoir toute la logistique nécessaire pour garder des vaccins à moins 80 degrés. Ce n'est pas évident du tout de pouvoir le transporter au niveau des pays. Et nous recevons peu de vaccins actuellement dans le cadre de cette initiative. Et les vaccins même utilisés posent problème. Et je veux rebondir un peu sur une préoccupation qui va permettre peut-être aux professeurs de développer l'impact maintenant des réseaux sociaux sur la culture et les religions africaines. Nous avons eu beaucoup d'infodémies. On a eu une surabondance d'informations au niveau de cette pandémie. Il y a eu énormément de rumeurs qui ont été véhiculées par les réseaux sociaux. Il y a eu énormément de fake news et qui ont beaucoup retenti actuellement sur la vision de nous, Africains, par rapport à cette pandémie. Et ce qui a développé beaucoup le déni, les gens ne croyaient pas. Jusqu'à présent, au Sénégal et dans d'autres pays africains, les gens ne croient pas à cette pandémie. Et il y a aussi la stigmatisation qui s'est posée. Les gens qui avaient la maladie refusaient de reconnaître la maladie et refusaient parfois de se soigner parce qu'effectivement, nous avons été submergés par les réseaux sociaux venant de partout. Et ça, c'est une préoccupation qu'il faudrait davantage mieux analyser pour mettre en place un système communautaire ou bien un système à un niveau plus élevé pour davantage lutter contre ces fake news et améliorer effectivement la communication, qui a été le péché mignon dans la réponse de nos pays africains par rapport à cette pandémie, parce que nous avons beaucoup développé la surveillance, nous avons mis en place beaucoup de systèmes de prise en charge des cas en développant des centres de traitement épidémiologique. Nous avons amélioré effectivement la logistique permettant et la prévention, le contrôle de l'infection permettant quand même une meilleure prise en charge des cas. C'est pourquoi on a peu de décès comparé aux autres. Au Sénégal, on est à presque à 1104 morts. Ça, je pense, extrêmement intéressant pour un pays africain en termes de, même si la létalité est parfois plus élevée que dans d'autres pays, on est à 2,7% de taux de létalité. Et donc, nous saluons toutes ces initiatives et nous réfléchirons ensemble pour voir effectivement comment l'Afrique doit mieux se positionner effectivement pour davantage valoriser son humanisme qui a permis quand même d'avoir moins d'impact négatif par rapport à cette pandémie. Merci, José, de m'avoir donné la parole. Normal. Professeur, est-ce que ça soulève quelques réponses chez vous? Non, je vais simplement dire que le professeur, le docteur Mor Diaw a mis le doigt sur un aspect important de la crise, et il a eu 1000 fois raison de dire que la circulation des fake news favorisée par les réseaux sociaux sont comme la langue des autres, la meilleure et la pire des choses à la fois. La meilleure quand il s'agit au fond de disséminer la bonne information sur laquelle repose la démocratie, et la pire quand il s'agit de, au contraire, disséminer de fausses informations, à la fois celle qui consiste à dire que la pandémie était simplement, n'était pas réelle, et aujourd'hui, malheureusement, aussi des fausses nouvelles concernant les vaccins. Ceux qui sont contre la vaccination s'appuient beaucoup sur de fausses nouvelles qui sont aujourd'hui en circulation dans les réseaux sociaux. Voilà ce que je voulais
rajouter, mais c'est un simple accompagnement de ce point qui a été parfaitement éclairé par le docteur Mordia. Alors, si je puis, dans le prolongement de mon propos maintenant, finir sur la réponse à cette grande division, et qui serait une réponse humaniste, un humanisme à inventer tous ensemble. Et la raison pour laquelle je considère que l'Afrique a, sur le plan philosophique, sur le plan de ses cosmologies, sur le plan de ses sagesses traditionnelles, une contribution à apporter à la création, l'invention de cet humanisme-là, la raison pour laquelle je mets l'accent sur ce concept qui nous vient d'Afrique du Sud, Ubuntu, et qui signifie, je l'ai dit à plusieurs reprises, être humain ensemble dans la réciprocité. L'affirmation que l'humanité n'est pas un État, mais une tâche, que l'humanité est une chose à réaliser et qu'elle est réalisée dans la réciprocité, me semble précisément être la meilleure réponse à apporter à ce que j'ai appelé ces nationalismes et ces tribalismes qui se sont manifestés aussi à l'occasion de cette pandémie. Il faut se rappeler que l'Ubuntu était une machine de guerre contre l'apartheid, contre l'idée que les cultures humaines ne pouvaient véritablement être elles-mêmes, que si elles se développaient sur des lignes totalement parallèles et sans se mélanger. C'était cela la signification première étymologique du mot apartheid. Lorsque l'apartheid s'est terminé, lorsque précisément il a été combattu vigoureusement de manière politique et même militaire, c'est ce qui a entraîné sa perte, mais il a été combattu également philosophiquement par cette pensée qui était celle de l'archibishop, j'allais dire, comment on dit, archibishop maintenant en français, le diacre, on va dire, Desmond Tutu, l'archevêque Desmond Tutu et Nelson Mandela. Il s'agissait non pas de faire que des tribus qui avaient été dominées remportent la victoire sur la tribu afrikaner. Il s'agissait pour eux de sortir d'un coup de l'idée même de tribu pour réaliser l'humanité. C'est la raison pour laquelle ils ont donné tant d'importance à ce mot. Et d'ailleurs, je voudrais profiter de la présence du docteur Mordiao et d'autres compatriotes sénégalais qui nous écoutent pour faire un rapprochement entre cette philosophie de l'Ubuntu et ce que nous disons également dans notre langue Wolof du Sénégal, Nit Nitei Garabam, ou bien parfois sous la forme Nit Nitei Garabam. L'idée que l'humain est le remède d'un autre humain, ou bien que le remède d'un humain, c'est la manifestation de son humanité. C'est la même idée que l'on retrouve, c'est le même fond humaniste que l'on retrouve à deux bouts différents, totalement différents, parce qu'il ne s'agit pas de les identifier, de l'Afrique du Sud et l'Ouest africain avec sa pointe qu'est le Sénégal. C'est toujours la même idée selon laquelle il s'agit premièrement de protéger la vie, d'un humanisme, donc l'humanisme à inventer est un humanisme vital qui met au cœur du développement l'humain et au cœur de l'humain la vie. Premièrement, et deuxièmement, l'idée que les vies qu'il s'agit de protéger ne sont pas simplement les vies humaines, mais tous les vivants. Et c'est la raison pour laquelle Ubuntu a ces deux visages. Un humanisme d'une humanité à réaliser ensemble dans la solidarité, et c'est le seul moyen de sortir de cette grande fracture nord-sud que Senghor dénonçait. Et l'autre visage, c'est l'idée que l'Ubuntu, comme philosophie de la vie et de la protection de la vie, nous permet de sortir de cette philosophie que l'on doit à la modernité, qui est une philosophie totalement technicienne, consistant à vouloir se rendre maître et possesseur de la nature, ou bien consistant à transformer la nature en ressources naturelles. Notre planète est en train de mourir de cette philosophie de la nature comme ressource naturelle. Il est temps de retrouver la sagesse qui se trouve dans des cosmogonies comme les cosmogonies africaines ou les cosmogonies amérindiennes d'Amérique du Sud, où les humains ont pensé des relations totalement différentes d'inscription de l'homme au sein de la nature et non pas de dégagement d'un humain qui serait maître et possesseur de cette nature.
Et c'est la raison pour laquelle cet autre visage de l'Ubuntu est également important comme réponse à un autre aspect de la crise qui n'est plus simplement la crise sanitaire, mais également la crise environnementale. Et c'est la raison pour laquelle je vais terminer sur une remarque en revenant, cher Josie, à ce que vous avez dit de l'humanisme de votre mouvement, de votre parti politique. Lorsque vous m'avez invité, nous avons, vous et moi, parlé du président Jean-Louis Borloo, dont je sais l'importance pour votre mouvement. Et je vous ai dit que je saluais l'initiative qui a été la sienne, même si, semble-t-il, cette initiative n'est pas allée au bout d'elle-même, de vouloir créer une fondation qui s'occuperait d'électrification de l'Afrique, d'un développement énergétique du continent africain, de faire en sorte finalement, si nous faisons cette expérience de pensée, que depuis là-haut, quelqu'un qui se trouverait dans la station spatiale dont on a tant parlé les jours derniers et qui regarderait la Terre la nuit, ne voit pas une grande ligne de fracture entre un nord qui serait éclairé et un sud qui serait dans les ténèbres. Voilà une manière qui a été celle du président Borloo de s'attaquer à cette grande fracture, à cette injustice du nord et du sud. Et je voulais que mes derniers mots soient pour lui en rendre hommage dans la rencontre comme nous en avons maintenant. Voilà. Merci Souleymane, merci pour ces mots, pour Jean-Louis Borloo. Mais avant de conclure sur quelques phrases pour lesquelles vous avez terminé votre dernier livre, je voulais vous demander, il y a une solution. Quelle est la solution justement pour entrer dans l'humanité, dans le partage? Est-ce que c'est le co-développement, c'est-à-dire l'intérêt économique de continents différents? Est-ce qu'il y a autre chose? Par exemple, je suis très sensible à la situation des femmes. Des femmes économiquement parlant en Afrique, elles tiennent quand même beaucoup de territoires professionnels et la crise a sûrement augmenté leur état de précarité, peut-être, comme en France, vous savez qu'il y a des difficultés dans les foyers puisqu'on est confiné et il y a beaucoup de violence. Les jeunes sont isolés. Alors, c'est ce que j'aimerais avoir comme témoignage aussi, parce qu'effectivement, comment peut-on faire? Comment peut-on faire chez nous? Comment peut-on faire chez vous? C'est important pour moi. C'est essentiel, c'est capital. Et vous avez raison de mettre d'ailleurs l'accent sur le côté, comment dire, le côté crise mentale pratiquement, voilà, qui est lié également à la pandémie. Le confinement, on le sait, a provoqué beaucoup de déséquilibres passagers la plupart du temps, plus durables dans d'autres cas. Et malheureusement, ces déséquilibres se sont traduits dans beaucoup de familles par des violences domestiques absolument insupportables qui se sont démultipliées. C'est le cas en Europe, c'est le cas ici. Ici, on parle souvent aussi de cas de cette nature. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a eu un empressement à réouvrir les économies, pas seulement d'ailleurs selon une logique économique, mais selon une logique de santé mentale. Il s'agissait de faire en sorte qu'un semblant de vie normale soit retrouvé, que les enfants puissent aller à l'école, puisqu'il était établi que le cadre scolaire n'était pas un cadre de circulation, de grande circulation de la pandémie. En général, quand on mesurait les degrés d'infection, ils étaient plus bas en milieu scolaire que dans le reste de la population, ce qui fait parce qu'il s'agissait au fond d'ouvrir les portes et les fenêtres, de faire en sorte qu'il n'y ait plus ces atmosphères irrespirables qui favorisent les violences domestiques. Mais le docteur Mordiao saura infiniment mieux que moi, mais vous savez, le confinement n'a pas été si féroce dans les pays africains. D'abord, c'était pratiquement impossible de tenir les gens véritablement chez eux, ce qui fait que ces atmosphères qui ont favorisé les violences domestiques ont été beaucoup moindres sur le continent africain
qu'en Europe ou en Amérique, où se retrouver du jour au lendemain enfermé dans un appartement étroit pouvait effectivement provoquer ce genre de violence. Maintenant, vous avez raison sur les conséquences sociales. L'inégalité devant la maladie, la mort, va se transformer aussi en inégalité plus profonde. Et malheureusement, parmi les populations qui vont subir le plus grand nombre de pertes, les plus vulnérables, il y aura sans doute aussi les femmes qui avaient beaucoup gagné. C'est ça. Avant la pandémie, on ne s'en était pas tellement rendu compte, mais l'Afrique avait multiplié par 3 et très rapidement, en quelques décennies simplement, ses classes moyennes. Et il y avait eu des gains considérables. Malheureusement, la plupart de ces gains ont été effacés par cette pandémie. Mais encore une fois, reconstruire, il s'agit simplement de retrousser les manches et de reconstruire. Et donc, quand vous demandiez qu'est-ce qu'il faut faire, il y a cet effort-là d'une Afrique qui, avant la pandémie, a manifesté qu'elle était un continent d'avenir, sinon le continent de l'avenir, qu'elle était un continent aujourd'hui qui cherchait des partenariats, qui établissait des partenariats diversifiés, qui n'était plus simplement ce continent qui tendait la main et qui attendait l'humanitaire, qui attendait qu'on vienne le sauver. Les Africains ont montré que ce n'était pas leur attitude. C'est la raison pour laquelle j'ai insisté sur la résilience qui a été la nôtre pendant cette pandémie. Ça veut dire donc qu'il faut espérer que très rapidement le rebond se fera en sortant de cette pandémie et que ce partenariat d'une Afrique nouvelle, d'une Afrique moderne, imposera au fond aussi qu'il y ait un changement profond dans cette injustice que dénonçait Senghor comme étant ce partage, ce grand partage entre le Nord et le Sud. Oui, Souleymane, docteur Mor, j'ai 3 questions qui viennent du public. Alors, je pense que vous pouvez vous les partager. D'abord, pour Souleymane, est-ce que l'humanisme s'arrête là où les économies nationales commencent? La deuxième question pour docteur Mor, c'est le clivage nord-sud est plus que jamais présent aujourd'hui avec les vaccins. Comment faire pour retrouver cette solidarité? Et la troisième question, qui pourrait être pour les deux, comment lutter contre les fake news pour que la vaccination avance plus vite dans tous les pays du globe, pas uniquement en Afrique? Et une Sénégalaise, alors voilà, c'est la question supplémentaire. Ne pensez-vous pas que le libéralisme et la recherche d'une croissance infinie dans un monde fini est un problème global? Est-il un problème global? Ça fait beaucoup de choses. Hein? Oui, oui. Alors, je laisse les questions, les autres questions au docteur Moringao. Je voudrais simplement profiter justement de ce que vient de dire cette compatriote pour répondre à la première question. Quand elle dit que ce néolibéralisme de la croissance à tout prix, c'est au fond ce, effectivement, qui nous pose problème. C'est-à-dire que l'humanisme a réinventé, ce n'est pas simplement des mots, ce n'est pas simplement des idées, soyons tous frères, embrassons-nous. Il y a un fondement économique à cela. Et c'est la raison pour laquelle la question a été très bien posée de savoir quelle était la relation entre cet humanisme et l'économie. Il s'agit d'avoir une idée, de se faire une idée humaniste de l'économie précisément, de considérer que ce qui est la mesure de l'économie n'est pas simplement les taux de croissance. Les taux de croissance que l'Afrique connaissait avant la pandémie étaient excellents sur ce chapitre-là, mais à quoi servent les taux de croissance de cette nature si à un moment donné vous vous retrouvez dans une situation où l'important, la grande priorité, c'est d'avoir suffisamment de lits équipés avec des possibilités de donner de l'oxygène. Les images que nous voyons aujourd'hui à la télévision de l'Inde sont absolument insoutenables. Des gens qui trimballent des membres de leur famille d'hôpital en hôpital en essayant de trouver de l'oxygène. L'Inde, ce n'est pas le premier pays pauvre venu, au contraire, c'est une puissance avec laquelle il faut compter aujourd'hui dans le monde. À quoi servent les taux de croissance si vous en êtes réduit à cela? Donc, recentrer la question économique non plus seulement sur les taux de croissance,
mais sur des manières de mesurer véritablement ce qu'on appelle un développement humain. Et au centre de ce développement humain, mettre la vie et la protection de la vie. Voilà la grande réorientation qui serait une réorientation humaniste de l'économie. Ah, d'accord. Excusez-moi, c'était Nada Tessila qui est un homme. J'ai pensé que c'était une dame, mais c'est un homme. Ah oui, Nada Tessila, excusez-moi, je n'ai pas l'habitude. Alors, on reprend les 3 premières questions. Donc, je pense que la première question, c'était est-ce que l'humanisme s'arrête là, donc, où les économies nationales commencent? Là, je crois que vous y avez un peu répondu. Et après, le clivage nord-sud par rapport au vaccin. Docteur Mort, peut-être? Oui, d'abord, conforter un peu les propos du professeur Souleymane Bachir par rapport au socialisme, à l'humanisme dans l'économie nord-sud pour essayer de co-construire effectivement une économie permettant aux Africains, aux pays du Sud d'être à l'aise. C'est d'abord développer une démocratie forte, des personnalités politiques bien élues qui seront en phase pour discuter effectivement avec le répondant au niveau occidental, d'autant plus que toutes les richesses actuellement de ce monde sont au niveau du continent africain, toutes les matières premières sont là, et donc nous avons la force de pouvoir négocier, mais pour négocier, il faut des hommes forts qui savent négocier au profit des populations, permettant quand même de développer effectivement ce partage de ressources pour que les personnes les plus pauvres de nos pays puissent avoir accès à l'eau, puissent avoir accès à l'électricité, puissent avoir accès à la santé, puissent avoir accès au logement. Je pense que ce sont les besoins primaires fondamentaux que réclament la plupart des pays africains. Revenir un peu sur le confinement rapidement pour dire que au départ, nos pays ont plus ou moins orienté effectivement notre réponse par rapport à cette pandémie en copiant le monde occidental et ça a été un échec la plupart du temps. Parce qu'il a bien dit, le professeur Souleymane, on ne peut pas confiner des populations africaines. Nous vivons en communauté, nous ne vivons pas en appartement. Donc, il était important de trouver des stratégies permettant de lutter, mais tout en maintenant effectivement cette possibilité à nos populations de pouvoir travailler et pouvoir aussi être à l'aise au niveau communautaire. Et dit que l'Inde, que l'on considère comme un pays émergent, parfois comme un pays pauvre, actuellement est le pays où actuellement qui conçoit le plus de vaccins au monde actuellement. Tous les vaccins du programme élargi de vaccination dans tous nos pays sont fabriqués par l'Inde. AstraZeneca est la part fabriquée par l'Inde. Et donc, c'est dommage actuellement qu'ils seront obligés de conserver toutes les quantités de vaccins actuellement fabriqués parce que effectivement le pays en a grandement besoin par rapport à cette poussée de cette pandémie au niveau de ce pays avec une létalité extrêmement forte. Et donc, qui paye commande, qui paye commande, le Nord a l'argent, le Nord a les vaccins. Qui commande paix, pas qui paie commande, qui commande paix. Et c'est ça. Et docteur Mort, c'est bien de parler, mais pourquoi en Afrique, il n'y a pas de respirateur? Pourquoi il en manque? Je ne me rappelle plus combien de respirateurs il y a par nombre d'habitants, mais certains hôpitaux n'en ont pas du tout. Comment faire au moment d'une pandémie aussi grave? Non, mais il a manqué des respirateurs, même dans les pays occidentaux, parce que dans cette pandémie, personne ne pouvait imaginer effectivement qu'on aurait aussi des complications respiratoires à ce niveau. Et donc, c'est vrai que nous sommes dans un processus de développement de notre système de santé. Nous mettons en place beaucoup de structures de réanimation, mais nous avons encore énormément de choses à apprendre. Il faut réorienter effectivement nos politiques sanitaires pour quand même prendre en compte davantage les urgences comme effectivement la réanimation et la disponibilité des respirateurs. Beaucoup d'efforts ont été faits parce que, aussi bien par nous, par les autres pays africains, que par les pays occidentaux pour renforcer effectivement les respirateurs ou bien autres équipements permettant d'avoir une réanimation de qualité. Mais dire que le clivage nord-sud va encore continuer sur le plan santé encore parce que
nous n'avons pas les structures permettant quand même de fabriquer les matières permettant quand même davantage de lutter contre les maladies. Ouais, merci, docteur Mor. Peut-être, Souleymane, quelque chose à rajouter? Sur le co-développement dont vous parliez, Josie, Oui, c'est important oui, parce que c'est ce que je mettais aussi sous l'idée de partenariat, parce que c'est la solution durable. C'est ce co-développement qui va réduire cette fracture dont nous venons de parler. Et elle n'est pas simplement une solution à cela, c'est aussi la solution durable à la grande question des migrations. oui. C'est une autre aspect. Justement. Parce qu'il y a, pour les migrations, vous pouvez avoir des solutions ponctuelles, essayer de faire en sorte que les frontières de l'Europe ne soient plus seulement en Europe, mais en Afrique, en confiant, en sous-traitant, si vous voulez, la surveillance des migrations à des pays comme la Libye, etc. Ce ne sont pas des solutions durables. La seule vraie solution durable, c'est précisément un partenariat qui soit la construction d'un espace de co-développement, ce qui me semble avoir été la vision du président Borloo avec son initiative, me semble-t-il, pour le développement de l'énergie au Sud. Et ça aurait été ça la solution. Sinon, on va se retrouver devant des drames humains, parlant d'humanisme justement, comme celui qui vient de se dérouler, où 130 personnes ont péri parce que les 3 pays qui auraient pu les sauver, la Libye, l'Italie et Malte, se sont rejetés la balle. Personne ne voulait entendre le cri au secours de 130 personnes parce qu'on se disait, si je vais à leur secours, c'est moi qui vais en hériter. C'est horrible. C'est vrai. Et notre parti, justement, UDI, prône ce co-développement et l'aide, mais qui est l'aide réciproque. Entre 2 continents, ce n'est pas l'Europe par rapport à l'Afrique, mais c'est l'Afrique aussi par rapport à l'Europe. Il faut savoir aussi que l'Afrique est un pays jeune. C'est pour ça que peut-être que la pandémie n'a pas touché autant de monde qu'en Europe. La moyenne d'âge est de 40 ans, je crois. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais bon, ce qui n'est pas le cas en Europe. Voilà, par rapport à la pandémie. Souleymane, tout est bien, tout est beau, mais je ne sais pas comment on va pouvoir trouver, justement, par le co-développement, je ne vois pas d'autres solutions, justement, pour que cette immigration soit réduite, qu'il y a l'industrie, il y a les ressources et l'entreprise. Et l'entreprise, je crois que aider l'entrepreneuriat dans tous les pays d'Afrique, ça passe, c'est un des challenges, un des premiers. Qu'en pensez-vous, Souleymane? Mais je pense qu'il faut être optimiste sur ce plan-là parce que ces tendances-là existent, elles se font jour, les germes de changement sont là. Vous avez 2 visages aujourd'hui de cette jeunesse africaine dont on parle tant. En y voyant, vous pouvez la regarder comme des problèmes. C'est-à-dire, cette jeunesse, il faut l'éduquer, donc il faut construire des écoles, il faut recruter des maîtres, etc. Il faut la transporter, etc. Mais vous pouvez également la voir comme la ressource la plus formidable de ce continent. Ce continent va être démographiquement une puissance démographique. Et cette jeunesse, elle est également très innovante. C'est une jeunesse totalement différente que nous avons aujourd'hui. Elle a le visage de ces migrants qui ont le sentiment que leur avenir est forcément ailleurs, évidemment, et qui la plupart du temps, on vient de le rappeler, se noient malheureusement dans la Méditerranée. Elle a également le visage de ces jeunes entrepreneurs très forts pour tout ce qui est économie digitale et qui se développent dans les grandes villes africaines. Il y a une urbanisation et une intensification de l'innovation dans les villes africaines dont il faut prendre également la mesure. On dit que Nairobi sera très rapidement, dans les décennies à venir, une sorte de Silicon Valley. Tellement les jeunes Kenyans qui se retrouvent dans un certain nombre de structures légères, mais qui ont un investissement intellectuel énorme dans le numérique, sont en train de manifester des capacités d'innovation extraordinaires. Il faut voir ces 2 visages de l'Afrique. Ces 2 visages coexistent en ce moment et celui qui va l'emporter sera probablement celui de l'innovation. En tout cas, c'est le pari qu'il faut faire et ce n'est pas simplement un pari, il faut travailler à cela. Et c'est ce partenariat-là que l'Afrique doit inviter le reste du monde.
C'est sûr, et les 50, j'ai lu Jeune Afrique, le mensuel qui vient de sortir, et il est consacré aux 50 personnes qui font l'Afrique numérique. C'est très intéressant parce qu'effectivement, on peut partir de là. Mais comment parler du numérique alors qu'effectivement, tant qu'on n'a pas électrifié, on commence par le b.a.-ba, c'est-à-dire l'eau et l'électricité, et après le numérique. Mais enfin, tout va peut-être ensemble dans le co-développement. Et les transports, parce que les transports vont ce qui va unifier le continent africain, faire que l'espace panafricain soit offert aux initiatives précisément de cette jeunesse de l'innovation. C'est vrai. Alors pour terminer, si vous le permettez, je souhaitais rappeler que je vous vraiment conseille d'acheter et de lire Le Fagot de ma mémoire. C'est exceptionnel, ça se lit très facilement. Bon, prenez un petit dictionnaire parce que de temps en temps, il y a quelques mots, Jules, où il faudra un peu chercher la définition. Alors, je voudrais terminer par justement une phrase qu'en fin de bouquin, vous avez dit, c'est « penser la vulnérabilité de l'humanité et la fragilité de notre habitat, la Terre, pour ne pas se sentir confiné et condamné à tourner en rond dans le souci de soi. Continuer de faire, selon l'expression, son travail de fonctionnaire de l'humanité. » J'ai beaucoup aimé, Souleymane. J'ai beaucoup aimé. Je vous remercie d'avoir donné du temps à notre parti, au public qui était là. Écoutez, vraiment, ça fait plaisir. Et ce moment sera retransmis sur nos pages et dans les réseaux sociaux. Je vous remercie tous les deux. Merci, Souleymane. Merci, Josie. Merci beaucoup. Merci, Dr Mor. Merci, Josie. C'est un plaisir d'avoir partagé avec le professeur Souleymane Bachir, que j'ai eu le plaisir de rencontrer au Sénégal ou peut-être en France ou aux États-Unis. Merci, professeur. Inch'Allah. C'est un citoyen du monde. Inch'Allah.